Le débat de France 24, bienvenue, il est consacré aujourd'hui à l'affaire Epstein avec aujourd'hui et demain les auditions à huis clos de l'ancien président Bill Clinton et de sa femme Hillary devant une commission du Congrès américain. Que peut-il en sortir? D'autres personnalités peuvent-elles être amenées à témoigner? Quid dans tout ça de Donald Trump et de la colère profonde de sa base MAGA? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités. Je vous les présente. Bonjour Hugo Toudic. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes docteur en philosophie politique à l'université Sorbonne, spécialiste des institutions américaines, auteur de Gouverner sans roi, essai sur la séparation des pouvoirs en France et aux États-Unis. C'est à paraître prochainement aux éditions Passé Composé. Bonjour Romuald de Siora. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes essayiste franco-américain, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS. Et puis on va découvrir votre ouvrage L'Amérique éclatée. C'est sorti chez Armand Collin en 2025. Et vous nous le disiez tout à l'heure, vous sortirez bientôt de nouveaux ouvrages, notamment une BD. Voilà, sur l'histoire des États-Unis. Voilà. Nous sommes également en ligne avec Emma Kate Simons. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste pour Franc-Tireur, chef de la plateforme anglophone Conspiracy Watch Global. Avant de vous donner tous la parole, on va prendre la direction de là où ça se passe en grande banlieue de New York avec vous. Émilie Musset, vous êtes notre correspondante. On sait que les journalistes sont arrivés très tôt ce matin pour couvrir cet événement. Quelle est l'ambiance sur place tout d'abord ? L'ambiance est à l'attente. C'est une audition qui a lieu à huis clos. Donc, on n'a pas vu Hillary Clinton rentrer. On ne sait pas si elle est accompagnée par Bill Clinton. Ce qu'on sait en revanche, c'est que certains élus démocrates ont pris la parole, dont Robert Garcia, qui a insisté sur le fait qu'il était important d'entendre tous les responsables politiques pouvant avoir des liens avec l'affaire Chine. Donc là, on est tous rassemblés devant ce petit centre des arts du spectacle de Chappaqua. C'est une petite ville très riche du comté de Westchester, au nord de New York. Une ville qui n'a absolument pas l'habitude de voir autant de journalistes, autant d'animations. Mais on est dans l'attente d'informations. On sait que les auditions seront retransmises par vidéo. On aura des transcriptions, mais on ne sait pas encore quand elles seront rendues publiques. Et vous restez avec nous, Émilie, pour une grande partie de ce débat. Romuald de Siora, vous avez évidemment suivi ce procès, cette affaire Epstein avec intérêt. Quelle place a ce témoignage des Clinton aujourd'hui ? Écoutez, il y aura un avant et un après. Ce sont quand même deux personnalités considérables dans l'imaginaire américain et même au-delà. L'ancien président Clinton, Hillary Clinton. Donc évidemment, c'est un événement de grande ampleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en attendre? On en saura sans doute plus à l'issue de l'audition de Bill Clinton demain. Mais au-delà de cela, Hillary Clinton est une femme extrêmement intelligente. Elle était au courant, bien évidemment, des accusations de viol d'une mineure à l'encontre de Donald Trump, accusations qui ont ressurgi il y a quelques jours avec l'ouverture de nouveaux documents liés à l'affaire Epstein. Et aujourd'hui, elle a demandé la comparution également devant le Congrès, une audition de Donald Trump. En même temps, le New York Times accuse le gouvernement d'avoir s'être servi du FBI pour dissimuler des dossiers, dont ce fameux dossier. Et pour conclure là-dessus, Hillary Clinton savait très bien ce qu'elle faisait avec cet appel à comparution de Donald Trump à un moment où la seule chose qui pourrait démolir le président, puisque tout glisse sur lui dans l'affaire Epstein depuis un bon moment, c'est-à-dire des accusations de viol à l'encontre de mineurs, viennent d'être à nouveau rendues publiques, et cela avec fracas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un moment rare dans la démocratie américaine, un président devant une commission du Congrès. Alors oui, un ancien président, effectivement, vous avez raison de le dire. Bill Clinton est donc ancien président des États-Unis. Sa femme est également a été candidate à l'élection présidentielle. Elle a été secrétaire d'État par ailleurs. Chef de la diplomatie américaine. Diplomatie américaine, effectivement, sous le mandat Obama. Donc, je suis d'accord avec mon collègue, c'est vraiment un moment très important. Effectivement, Hillary Clinton demande que le président Trump lui-même, et là, le président en exercice, donc ce serait encore plus important et un tournant dans la vie démocratique américaine, elle demande à ce qu'il soit également entendu par le Congrès. Il y a une distinction importante que je voudrais faire, c'est que les Clinton ont aussi témoigné parce qu'ils étaient sous la menace d'un ce qu'on appelle un outrage au Congrès, contempt of Congress, ce qui est effectivement un risque judiciaire direct pour eux, puisque par exemple Steve Bannon a été condamné par la suite d'un outrage au Congrès à 4 mois de prison. Donc il y a
y a un vrai risque, surtout avec le département de la justice américain tel qu'on le connaît aujourd'hui, qu'ensuite il y ait des suites judiciaires. Mais le président américain, pour l'instant, on peut le convoquer, mais on ne sait même pas, par exemple, la théorie juridique n'a jamais testé le fait de savoir si il pouvait, oui ou non, faire un outrage au Congrès. C'est une nouveauté là, institutionnelle dont Donald Trump a le secret. Emma Kate Simons, que peut-on attendre de cette double audition des Clinton, selon vous? Des révélations, des éclaircissements? Déjà, nous disposons de l'intégralité de la déclaration de Hillary Clinton et elle affirme ne pas se souvenir avoir jamais croisé Epstein et assure qu'elle ne savait rien de ces crimes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Président Clinton non plus, il a connu M. Epstein, Jeffrey Epstein, en 2002 et 2003. Il voyageait dans ses jets privés, mais il n'était pas du tout lié à Jeffrey Epstein après, en 2008, quand il était en fait envoyé en prison en Floride. Donc on voit un ancien président, sa femme, en train de témoigner, mais on a toujours Howard Lutnick, le secrétaire de commerce, qui était très proche d'Epstein, qui n'a pas du tout démissionné ni témoigné. Il a témoigné un petit peu, mais c'est un traitement qui est complètement différent et c'est extrêmement politique et c'est les républicains qui contre-attaquent, mais ça ne va pas très bien marcher à mon avis. Ça va forcément ternir son image à Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis. Écoutez, elle est déjà pas mal ternie, hein. Bill Clinton est quand même très impopulaire, haï des républicains et des conservateurs en général. Pas spécialement super populaire, c'est pas Obama auprès des démocrates. Ces phrases que sont connues, pas l'affaire Monica Lewinsky, on lui a reproché d'avoir menti, mais c'était quelque chose, il y avait avec consentement, voilà, sous serment, mais Monica Lewinsky était consentante. Mais il y a eu des accusations de harassement, de viol très sérieuses. C'est donc quelqu'un qui n'est pas vraiment apprécié des Américains, et le fait tout simplement, pour l'instant, il n'a visiblement rien à se reprocher dans l'affaire Epstein. On l'a vu dans un jacuzzi avec des jeunes femmes. Bon, c'est peut-être un peu douteux, mais on a encore le droit de prendre un bain avec des femmes aux États-Unis. Donc, bref, rien vraiment de condamnable, mais néanmoins de le savoir une fois encore impliqué dans un dossier lié à la pédophilie, etc., ne pourra effectivement que ternir un peu plus une image déjà bien endommagée. Émilie Mussier, c'est évidemment un moment important pour l'ancien président qui avait, on l'a dit, refusé de témoigner avec sa femme. Oui, alors il y a eu un long bras de fer en fait entre les Clinton et la commission d'enquête du Congrès. James Comer a beaucoup insisté, donc celui qui dirige un peu cette enquête, et il y a eu beaucoup de tractations entre les équipes des Clinton. Au début, il ne voulait pas témoigner, il voulait fournir des déclarations écrites sous serment, comme cela avait été autorisé pour d'autres témoins. Il avait répété le 13 janvier dernier qu'il ne se plierait pas, et ils ont finalement été donc forcés un petit peu de témoigner sous menace de cet outrage au Congrès, donc qui est pénalement répréhensible. Donc oui, c'est l'aboutissement, en tout cas une des étapes de ce bras de fer. Il témoigne aujourd'hui à huis clos. On attend et on ne sait pas vraiment encore qui sera gagnant de cette audition, si ça fera le jeu des républicains ou si finalement la contre-attaque contre le président Trump et les nouvelles révélations fracassantes aujourd'hui seront plus importantes que les écueils de cette audition. On parlait de son image, même si aucun délit ou crime n'est avéré à ce moment-là, pour beaucoup, c'est juste infamant d'être là, à sa place aujourd'hui peut-être ? À la place de Hillary Clinton et de son mari, eh bien, d'une certaine façon, je ne peux que l'imaginer, et ça fait partie d'un jeu politique, puisque le président, le chairman de ce comité en fait au Congrès a décidé de politiciser, sa commission, et donc effectivement, il y a le problème que peu importe le témoignage des Clinton, on ne pourra pas détacher ce témoignage-là de la tentative d'instrumentalisation qui est en cours par la commission d'enquête. Donc, et ça, les démocrates l'ont bien compris aussi et ne manqueront pas de le rappeler lors de l'audition de Hillary Clinton et de Bill Clinton, comme ils l'ont déjà fait en appelant très logiquement aussi au témoignage de Donald Trump. Emma Kate Simons, vous travaillez aussi sur le complotisme aux États-Unis. Cette audition, et même s'il est prouvé par la suite que Bill Clinton n'a commis aucun délit, est-ce que ça n'alimente pas finalement cette petite musique que les puissants vivent dans un autre monde, qu'ils vivent au-dessus ? Tout à fait, parce qu'évidemment, on a tellement d'hommes, surtout d'hommes puissants, qui sont impliqués dans cette affaire. C'est mondialisé. Il y a même le chef
de World Economic Forum aujourd'hui, qui a été obligé en fait de démissionner, Borgebrand. Et plusieurs hommes. Mais le problème, c'est que, comme on a écrit dans Franc-Tireur et Conspiracy Watch, les théories de complot n'arrêtent pas, en fait, d'augmenter. C'est une sorte de, comme a dit Rudy Rackstadt, notre chef à Conspiracy Watch, c'est un obscur objet du délire. Parce qu'en fait, selon certains conspirationnistes, l'homme d'affaires Jeffrey Epstein serait toujours en vie. Il est en train de jouer Fortnite, un jeu vidéo, en Israël. C'est quelque chose qui a été déjà publié ou suggéré par Marjorie Taylor Greene, l'ex-députée républicaine, qui est très une vraie complotiste. Et elle a partagé cette idée sur X. Et bon, voilà un exemple. C'est un exemple des théories de complot qui tournent autour d'Epstein, même s'il y a, dans le terme criminel, il y a un complot, criminal conspiracy, comme on dit en anglais, mais c'est un terme juridique. Sur les aspects juridiques, justement, de cette audition, comment ça se passe? On prête serment? Bien sûr, on prête serment, absolument. Et lorsque l'on ment, on peut être ensuite poursuivi pour parjure. C'est extrêmement grave. Et comme je le rappelais juste avant, ils ont été forcés d'y aller et ils ne voulaient pas. Votre journaliste l'a très bien rappelé. Ils ont tout fait pour se soustraire à cette audition-là, puisqu'évidemment, il y a quelque chose d'infamant pour un ancien président, pour une ancienne secrétaire d'État, à aller devant le Congrès. Et donc, ils ont cédé face à cette menace, puisque lorsque le Congrès vous tient en outrage, et il réfère le cas au département de la justice américain, c'est-à-dire à Pam Bondi en l'espèce, et on peut imaginer que le traitement des Clinton aurait été assez partisan. Quoique, il faut rappeler que lorsque Donald Trump a appris que Bill Clinton, uniquement Bill Clinton, devait aller devant le Congrès, qu'il avait été forcé d'aller devant le Congrès, il n'a pas jubilé, au contraire, il a dit « c'est terrible ». Donc peut-être que là, se projetait-il lui-même dans un proche avenir, effectivement. On sent bien que les Clinton y vont à reculons. Le fait que ça se passe dans cette petite bourgade riche à 1 heure de New York, est-ce que ça n'enlève pas un peu de solennité par rapport à une audition au Congrès à Washington? Un petit peu, bien évidemment, et puis de pression également. Il y a des journalistes, mais il n'y a pas la foule, il n'y a pas de personnes en train de protester. Ça ressemble à un compromis presque, on fait la moitié du chemin. C'est un petit compromis, mais bon, pour des personnalités de ce niveau, cela peut également se comprendre. Ouais. Et puis, je veux dire, ce sont des personnes qui ont environ 80 ans, Bill Clinton est malade. Non, la grande question aujourd'hui, au-delà de Donald Trump, qui se pose quand même, c'est est-ce qu'on va appeler Melania Trump à commenter et à témoigner? Après tout, Hillary Clinton n'est pas dans le banc des accusés. Elle est là uniquement pour témoigner sur les potentiels agissements de son mari, les liens de son mari avec Epstein. Rien d'autre. Donc pourquoi pas Melania? C'est la question aujourd'hui qui se pose aux États-Unis. Émilie Mussier, c'est la grande question. Romuald Stura le disait. Qui pourrait être amené à témoigner dans les prochaines semaines? Les Clinton veulent être les premiers, mais pas les derniers. Oui, ils vont évidemment, il va y avoir un effet boule de neige de ces auditions. Alors, je le rappelle, cependant, les Clinton ne sont pas soupçonnés de malversation. Ils sont interrogés pour comprendre les liens politiques et tout ce qui a pu, tout le volet politique de l'affaire Epstein. Donc, ils ne sont pas en tant que soupçonnés de malversation. Et c'est la gestion fédérale de l'enquête, les circonstances du suicide, la lutte contre les réseaux de trafic sexuel. C'est tous ces pans, 5 pans ont été déterminés. Et bien sûr, on imagine que les volets abordés dans cette audience, au cours de cette audience, ont été soigneusement choisis et discutés en amont de cette audience. Donc on attend bien sûr de savoir ce qui va être révélé aujourd'hui et quelles seront les prochaines étapes de cette affaire qui a l'air d'éclabousser une très grande partie de la classe politique américaine. Emma Kate Simon, vous êtes toujours en ligne avec nous. C'est trop fort de parler aujourd'hui de tournant dans cette affaire Epstein avec cette audition des époux Clinton? Oui, mais en fait, ce n'est pas l'audition des Clinton qui a un effet très important, qui va tourner l'affaire, c'est la dissimulation au sommet de l'État, en fait, du département de la justice, parce que cette semaine, on a la confirmation qu'en fait, le ministère américain de la Justice ils ont retenu au moins 3 entretiens du FBI avec une femme qui a affirmé aux agents que Trump l'avait agressée sexuellement quand elle était une gamine, elle avait 13 ans, et donc c'était dans les années 80. Et évidemment, les Trumpistes, les républicains, ils font c'est une diversion, ils essaient de distraire le public, mais même Trump n'était pas forcément d'accord. Il a même dit,
oh, c'était pas forcément une bonne idée que les Clinton soient obligés de venir témoigner parce que c'est un précédent. En fait, c'est quelque chose, peut-être, ce sera lui le prochain un jour, après les élections, les législatives en novembre peut-être. Et vous soulevez une question que beaucoup se posent aux États-Unis. Le ministère américain de la Justice a-t-il publié tous les documents contenus dans les dossiers Epstein ? Donald Trump est-il protégé ? La question, je le disais, agite la société américaine. Selon plusieurs médias américains, certains documents auraient donc été retirés. Parmi eux, ce témoignage donc d'une femme affirmant avoir été agressée sexuellement par Donald Trump. L'administration, elle, en tout cas, nie en bloc. On voit cela avec Romain Michelot. Des documents citant Donald Trump auraient-ils été retirés du dossier Epstein par le gouvernement américain ? Aux États-Unis, c'est en tout cas ce que plusieurs médias affirment. Selon les démocrates, il pourrait même s'agir de preuves de l'implication du président dans des activités criminelles. Voici les dossiers que le FBI a retirés de la base de données publique du ministère de la Justice, les dossiers jaunes. Voici les dossiers que le président Trump cache. Les dossiers jaunes concernent l'enquête sur une femme qui a été abusée lorsqu'elle était mineure et qui a accusé Donald Trump d'être son agresseur. Selon plusieurs médias américains, ce seraient des dizaines de pages d'entretiens de témoins menés par le FBI dans le cadre de l'affaire Epstein qui aurait disparu. Fin janvier, le gouvernement américain a publié 3 millions de documents liés à cette affaire. Mais depuis, de nombreuses victimes présumées ont pris la parole. Elles affirment ne trouver aucune trace de leur témoignage. Ce mardi, lors du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, des élus démocrates ont porté des badges réclamant la publication des documents manquants et invité une dizaine de plaignantes dans l'affaire Epstein. Où sont les autres dossiers ? La vérité doit être révélée. Pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête alors que ces dossiers contiennent les noms de nombreuses autres personnes ? Depuis fin janvier, les enquêtes et arrestations dans le cadre de l'affaire Epstein se multiplient partout dans le monde, sauf aux États-Unis, où aucune enquête de ce type n'a été ouverte. De son côté, l'administration Trump fait bloc. La Maison-Blanche qualifie ces révélations de fausses et sensationnalistes. Le ministère américain de la Justice nie toute dissimulation et affirme que les dossiers manquants sont soit des doublons, soit font partie d'enquêtes fédérales en cours. Protégé ou pas, Donald Trump, par le ministère américain de la Justice ? Oui, bien sûr, mais c'est de bonne guerre. Que ce soit Trump ou un autre président, républicain ou démocrate, il y a toujours une volonté plus ou moins de protéger. Maintenant, c'est de savoir... Tout est dans le plus ou moins. Voilà, exactement. C'est de savoir jusqu'où cela va et de quoi on le protège. Si on le protège de quelques photos qui pourraient ternir son image, j'en sais rien, moi, dans un jacuzzi avec un pingouin géant... c'est pas bien méchant, entre guillemets, hein, ce n'est pas légal, mais si on le protège effectivement de documents incriminants concernant des histoires de viol sur gamines, là, c'est très, très, très grave. Et je crains personnellement que l'on le protège justement de documents explosifs. Même question ? Alors oui, disons que cette affaire a une valeur très importante pour les citoyens américains et je pense aussi pour les citoyens européens, c'est d'essayer de réfléchir à l'indépendance de la justice. Et on voit bien aux États-Unis en ce moment, l'indépendance de la justice, en fait, elle est plutôt liée à une pratique, à une habitude, à des coutumes, qu'à un texte constitutionnel précis. La Constitution américaine ne prévoit pas, en fait, la création d'un département de la justice. Il faudra attendre 1870, donc c'est vraiment très long. Et le Attorney General, il joue un rôle un petit peu ambigu. C'est pas exactement comme notre garde des Sceaux, même s'il y a des liens, notre ministre de la Justice à nous en France. Le Attorney General, son rôle premier, normalement, c'est d'être le conseil juridique du président américain. Et il est vrai que c'est un membre de l'exécutif. Le ministère de la Justice dépend de l'exécutif. Or, qui est le chef de l'exécutif ? Donald Trump. Donc évidemment, tout au cours de l'histoire américaine, ça a créé des difficultés importantes, la plus grave ayant été celle de l'affaire Nixon, du Watergate, où là aussi, en fait, une enquête était menée contre Nixon. Le Attorney General de l'époque avait nommé un enquêteur spécial et Nixon, le président, a réclamé que cet enquêteur spécial qui enquêtait sur lui soit fired, comme dirait Trump. Et donc, l'Attorney General a refusé, il a démissionné. Son second a refusé et a démissionné. Puis le troisième en ligne a accepté
et le Special Counsel a été viré. Donc là aussi, en termes de séparation des pouvoirs, c'est assez particulier. Émilie Musset, quel bruit font ces toutes nouvelles déclarations qu'on a vues notamment dans la bouche des démocrates sur Donald Trump, cette prétendue agression sexuelle sur une mineure? C'est absolument énorme comme déclaration, c'est extrêmement c'est stupéfiant, c'est fracassant, c'est probablement le prochain très gros volet dans cette affaire parce que ce serait absolument destructeur si c'était avéré. On sait qu'il y a eu un bras de fer politique pour la publication de ces milliers de fichiers Epstein au mois de novembre. Donc la Chambre des représentants, le Sénat avait voté très rapidement pour leur diffusion. L'exécutif y était absolument opposé. Donald Trump y était opposé pendant de longs mois. Il y a eu un retournement donc en fin d'automne. Et on a l'impression que ces fichiers vont continuer à révéler des grandes malversations de la part des plus hauts responsables politiques mondiaux, parce que ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Emma Kate Simons, est-ce que cette audition des Clinton, ce n'est pas finalement une aubaine pour Donald Trump? L'attention est détournée de la Maison-Blanche, en tout cas pour aujourd'hui et demain. Oui, peut-être, mais en page 1, on a exactement les infos sur ce témoignage de la jeune femme qui dit qu'elle a été agressée sexuellement par Trump. Mais évidemment, il essaie tout. La semaine dernière, c'était même une annonce. Il a annoncé, grande pompe, Trump, qu'il va publier des dossiers classifiés sur les phénomènes aériens non identifiés, les UFO en anglais. Et en fait, je vois très bien que Thomas Massie, le républicain, le député qui a travaillé avec quelques démocrates et Marjorie Taylor Greene pour que en fait les Epstein Files, les fichiers Epstein soient publiés l'année dernière, il a dit mais en fait ils ont déployé l'arme ultime de distraction massive, mais les dossiers Epstein ne disparaîtront pas, même avec des extraterrestres. Et c'est ça en fait l'épicentre des Epstein Files, comme on a écrit cette semaine dans Frontier, reste Washington, où ils prennent des allures de Watergate version Trump. Mais Trump il y a eu des tas de Watergate avant, il y a tellement d'histoires de corruption, mais enfin, il semble qu'en fait, il sera vraiment atteint par l'affaire Epstein. Il a de quoi s'inquiéter, le président américain, avec les révélations dont on parle depuis tout à l'heure? Écoutez, bien évidemment. Tant qu'il est à la Maison-Blanche, il est protégé. Oui, mais jusqu'à un certain point. Écoutez, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que Trump de haut n'a rien à voir avec Trump 2016. À l'époque, c'était un homme isolé, pas soutenu par le Parti républicain, qui s'est retrouvé à la présidence. Aujourd'hui, Trump a été élu avec l'aide de l'extrême droite américaine, mais une extrême droite radicale, une extrême droite crypto-fasciste, n'ayons pas peur de l'expression. Ces gens-là sont arrivés au pouvoir après 30 ans d'émergence sur la scène nationale. Ses principaux représentants sont J.D. Vance, vice-président, ou Suzy Wiles, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, des intellectuels de haut niveau. Ces personnes ont une stratégie pour les États-Unis très claire, mettre en place un régime semi-autoritaire sur le modèle de l'Hongrie de Viktor Orban, et surtout pour eux, une révolution ultra-conservatrice. Ils ne vont pas laisser Trump empêcher cette stratégie d'être mise en place, et ils ne vont surtout pas vouloir lâcher le pouvoir si le président est atteint. Donc bref, si ces accusations devaient s'avérer réelles ou même très sérieuses, Trump serait pris dans une tourmente, comme cela vient d'être dit par votre correspondante, comme on n'en a jamais vu, sans comparaison avec le Watergate, parce que le Watergate, ça a été déjà quelque chose d'explosif, mais on ne parlait pas du viol d'une enfant de 13 ans. Je crois que même si tout peut glisser sur Trump, même s'il a dit que ses supporters l'acclameraient s'il flinguait quelqu'un sur la 5e avenue, rien ne peut être plus odieux que le viol d'une gamine. Donc bref, Trump se trouverait dans une position où il ne pourrait pas faire autrement que de démissionner ou d'être poussé vers la sortie par son entourage. Il y a le sort judiciaire de Donald Trump éventuel. Il y a aussi la colère de sa base MAGA. Émilie Musset, vous nous quittez dans quelques minutes. Un mot justement sur la colère de la base trumpiste qui a milité, qui a prôné pour plus de révélations. Parce que évidemment, le président américain semble freiner des 4 fers et ça lui pose problème à la base MAGA.
Oui, la base MAGA de Trump, depuis un an, ne fait que s'effriter, en fait. Il a de moins en moins de soutien populaire. Et c'est vrai que c'est une base qui est conservatrice sur les mœurs et qui demande une attitude exemplaire et beaucoup de transparence. Et le crime sexuel ici aux États-Unis, c'est absolument hautement condamné par la société. Les Américains font extrêmement attention à leur comportement. Et on imagine que la base électorale populaire de Donald Trump ne pardonnerait pas, absolument pas, de tels agissements. Si les faits dont il est soupçonné étaient avérés, ce serait impossible de réconcilier sa base populaire avec son autorité. Merci beaucoup, Émilie Musset, d'avoir été avec nous dans le débat de France 24. On vous retrouve bien sûr très vite sur l'antenne de France 24. Un mot un peu plus large sur cette affaire Epstein. Il n'y a pas eu l'impression finalement de grand flou avec ces millions de documents publiés. Il y a des notes de police, il y a des emails, il y a des notes personnelles. On a finalement l'impression d'avoir une mine d'informations devant nous et finalement peu de conclusions. Oui, c'est lié à la loi qui a été votée et à la façon dont la loi dit que les documents doivent être révélés. Donc, si vous voulez, le président Trump aurait très bien pu, de sa propre autorité, encore une fois, puisqu'il est le chef de l'exécutif et que le ministère de la Justice dépend de l'exécutif. Donc, il aurait très bien pu ordonner à Pam Bondi, l'Attorney General, donc la ministre de la Justice, de publier l'intégralité des documents avec ou sans les rédactions dont on a beaucoup parlé. Il a évidemment refusé de le faire. Pam Bondi elle-même avait pourtant dit au début de son mandat d'Attorney General, le dossier Epstein est sur mon bureau, vous allez bientôt l'avoir vous aussi. Ça n'a jamais eu lieu. Évidemment, ça nourrit un discours qu'on peut appeler complotiste ou autre. Ce qui est vrai, c'est que le Congrès a réussi à s'unir, chose très rare, puisque le caractère bipartisan, c'est-à-dire l'alliance entre les républicains et les démocrates, elle est extrêmement fragilisée en ce moment. Mais là, comme l'a rappelé mon collègue, Thomas Massie, donc un républicain du Kentucky, a réussi à s'associer avec des démocrates pour dire « mais votons une loi qui oblige le département de la justice », parce qu'il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, c'est le législatif qui est plus fort que l'exécutif normalement, même si Trump est là pour essayer de démontrer l'inverse. Et donc le Congrès a ordonné la publication, il me semble que c'était le 17 décembre, des documents. Et le département de la justice n'a pas accepté de le faire, ne l'a pas fait dans les temps. Je crois qu'ils ont eu 1 mois de retard. Donc si vous voulez, tout ça nourrit un discours, mais c'est les problèmes de l'exécutif et la façon dont l'exécutif gère cette affaire. Emma Kate Simons, on sait encore combien de milliers, de millions de documents doivent être publiés par le ministère américain de la Justice ? Apparemment, on voit pour le moment qu'un petit pourcentage, en fait, de la totalité. Donc, en fait, mais je pense que, non, c'est pas très flou quand on voit le nombre de démissions, d'enquêtes juridiques, criminelles, politiques. À chaque échelle en Grande-Bretagne, on voit la monarchie même ciblée parce que, voilà, l'ex-prince Andrew était très proche d'Epstein et même accusé aussi d'avoir abusé de jeunes femmes mineures et aussi d'avoir aussi abusé de son statut d'envoyé spécial sur le libre-échange, etc. Donc lui, il est sous enquête, il était même arrêté par la police. On a dans plusieurs pays, en Norvège, les responsables politiques, les membres de la famille royale. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec notre plateau ce soir que finalement, ça va bien toucher Donald Trump parce qu'avec chaque démission, il est de plus en plus stressé. C'est évident. Il n'était pas content de voir l'arrestation de l'ex-prince Andrew. Il a dit « Ah oui, je vais bientôt accueillir le roi Charles », mais je ne suis pas sûre que cette visite aura lieu parce que là, la monarchie en Grande-Bretagne et l'ex-ministre Peter Mandelson aussi a été arrêté par la police. Donc en fait, le système de justice marche bien, les systèmes juridiques dans d'autres pays, mais pour le moment aux États-Unis, aucune enquête annoncée ou même des entretiens suite à la publication d'Epstein Files. Par contre, dans le secteur privé et à l'échelle universitaire, on voit beaucoup de démissions ou de départs forcés. Depuis même 24 heures, on a vu Larry Summers, l'ancien président-chef de Harvard, il est parti de l'université. J'ai mentionné l'ancien chef du World Economic Forum. Il y a d'autres chercheurs, Martin Nowak. On a vu le chef de tout ce qui est
juridique, conseil juridique à Goldman Sachs, Kathy Rumler. Elle a annoncé un départ précoce. Donc, en fait, chaque jour, des démissions. Et je ne vois pas comment, au moins, Howard Lutnick, il peut y rester, le secrétaire de commerce qui a même été le voisin de Jeffrey Epstein, qui a visité son île des années, même une décennie peut-être, après avoir dit qu'en fait, il a rompu, il a coupé tous ses liens. Donc, en fait, il a complètement menti. Il était même en business. Il avait une entreprise avec Jeffrey Epstein. Donc, en fait, chaque jour, plus de révélations et il y aura des conséquences. Et comme j'ai dit, je pense que ce sera en novembre, surtout pour les élections midterm, législatives, élections législatives pour les républicains, pour Trump. On n'est qu'au début, c'est un puissant fond, cette affaire Epstein. Oui, enfin, je pense qu'un jour on touchera le fond, mais quand il y a il y a quelque chose qui quand même qui laisse à réfléchir. Alors évidemment, tout cela a été improvisé, mais on a aussi un peu l'impression que l'administration Trump se sert du dossier Epstein un peu comme l'arme létale à l'encontre de certains gouvernements étrangers qu'ils avaient déjà tenté de déstabiliser au moment des élections. Je pense à la Grande-Bretagne, je pense à d'autres pays. Alors bien évidemment, tout ça est très improvisé, mais j'ai le sentiment, en tout cas on est en droit de se demander s'il n'y a pas parfois une volonté de laisser échapper tel document à l'encontre des Britanniques ou de telle ou telle personnalité internationale. Et puis ça fait un petit peu à l'international, oublier ce qui se passe aux États-Unis et de montrer qu'il ne s'agit pas que d'un scandale qui pourrait toucher l'exécutif, mais qui est bien international. Cette affaire Epstein, c'est un test réel pour la démocratie américaine. Oui, mais de toute façon, il y aura, je le disais, un avant et un après avec l'audition des Clinton, mais aussi avec cette affaire, un petit peu comme MeToo. MeToo a libéré la parole des femmes. Cette affaire libérera une autre parole, c'est-à-dire que plus personne n'est à l'abri. En gros, vous pouvez être un ancien président des États-Unis, potentiellement un président en exercice, vous pouvez être telle personnalité ou tel ambassadeur britannique, vous pouvez être le frère du roi, vous pouvez même être le roi, qui se trouve quand même un petit peu déstabilisé, le roi d'Angleterre aujourd'hui. Bref, cette affaire sera un précédent et démontre qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri dans ce genre d'histoire de mœurs. Une réaction ? La réaction, évidemment, c'est une pensée aux victimes, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai que voilà, ce qu'on a appris est absolument terrifiant et le courage des victimes est sans doute pour beaucoup aussi dans le fait que les députés américains aient voté pour publier les dossiers Epstein, et tout ce qu'on a pu entendre est absolument terrifiant, et comme citoyen, mais aussi comme philosophe politique, je suis très inquiet sur la manière dont cette affaire a été menée, en fait, puisqu'il y a eu plusieurs mois, plusieurs années d'enquête, en réalité, du gouvernement fédéral sur Epstein. Il a eu un accord, en fait, avec le gouvernement fédéral, dans lequel il a plaidé coupable pour avoir une peine assez légère. Et puis ensuite, il y a eu cette nouvelle condamnation, puis son suicide en prison. Et à aucun moment donné, finalement, ces personnes dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui ont dû démissionner dans la sphère privée beaucoup plus que politique aux États-Unis, à aucun moment donné, ces personnes n'ont été interrogées. Donc aujourd'hui, finalement, c'est un spectacle assez triste, puisque les victimes n'ont pas ce à quoi elles ont droit, c'est-à-dire la justice. Et la justice, ce n'est pas le simple fait de publiciser des noms, ce n'est pas le fait de jeter en pâture parfois certaines personnes qui n'ont rien à voir avec les crimes qu'a commis Jeffrey Epstein et parfois ses co-conspirateurs. Et donc, voilà, je trouve que c'est une terrible débâcle pour la justice américaine, pour son fonctionnement. Et dans une démocratie saine, ce n'est pas le cas en ce moment des États-Unis, le département de la justice devrait s'interroger sur ces pratiques. Terrible débâcle pour la justice américaine. Vous avez entendu ces mots. Emma Kate Simons, quel est votre sentiment ? Oui, absolument, mais le département de la justice, comme on voit avec cette photo de Donald Trump qui était dévoilée vraiment à l'entrée de l'immeuble, c'était jamais vu. C'est le genre d'image qu'on a vu, par exemple, en Union soviétique, dans les dictatures. Donc, il est avec cette photo, il explique, en fait, c'est un message qu'il envoie
voit que c'est moi le chef. Donc, il a capté ce département de la justice et on voit très bien maintenant, en fait, la réalité, en fait, de ces décisions. Et puis, on a vu Pam Bondi, le ministre, elle a insulté les députés, les représentants du Congrès pendant son témoignage. Et c'est très inquiétant. Et puis, les victimes, on a eu leur propre nom dévoilé, peut-être délibérément. Les premières publications des fichiers Epstein, bon, c'était la deuxième publication, mais fin janvier, début février, il y avait les noms et en plus, il y avait des images des victimes nues qui n'ont pas été en fait supprimées. Et les victimes ont demandé est-ce que ça a été délibéré, comme on a vu aussi les Européens à l'international, les noms pas du tout censurés comme on a vu dans plein de documents où figurent Donald Trump et ses amis. C'est une occasion aussi, cette affaire Epstein, pour les démocrates d'exister après le désastre de Kamala Harris qui a dû remplacer au pied levé Joe Biden, on le rappelle, pendant la campagne. Ils en sont où les démocrates? On les entend? Ils sont audibles? Écoutez, ils sont quand même bien à faune depuis plus d'un an. Alors Bill Clinton, justement, puisqu'on parle de lui, et Barack Obama ont pondu un texte il y a à peu près 3 semaines, quelque chose comme cela, appelant à résister à l'autoritarisme de Trump. C'est un petit peu tombé à l'eau. Bill Clinton est quand même, on le disait, très impopulaire, peu écouté. Et Barack Obama, au-delà des cercles démocrates et progressistes, ne l'est guère plus. Bref, aujourd'hui, les démocrates peinent à parler d'une seule voix. Chacun pense un petit peu à sa campagne pour son siège lors des midterms ou à l'œil rivé sur la présidentielle. Il manque une grande voix démocrate. Il y en a, hein, je pense au gouverneur de Californie ou à d'autres élus, bien évidemment. Mais il manque une voix qui puisse unir le Parti démocrate et qui puisse représenter l'opposition. Il n'y a plus vraiment d'opposition. Il y a des oppositions. Il faut quand même garder pour conclure à l'esprit que le Parti démocrate, comme le Parti républicain avant Trump, est un grand ensemble. Hein. Aux États-Unis, on a besoin de ces ensembles pour exister financièrement et médiatiquement. Sinon, les courants politiques ne pourraient pas exister. Donc, vous avez des courants très, très différents. Pour faire vite, à la gauche, on pourrait comparer un peu facilement à la France insoumise. Vous avez Mandani, le maire de New York, et Bernie Sanders. Et à l'autre côté du spectre, vous avez Kamala Harris et Joe Biden, qu'on pourrait comparer à Bayrou et Michel Barnier. En gros, plus centriste, on va dire. Voilà, donc déjà difficile de parler d'une seule voix. Et puis, il y a aussi pas mal de médiocrité au sein du Parti démocrate aujourd'hui. Cette affaire Epstein, ça va être un thème central des prochains midterms? Écoutez, on va voir où on en est. Comme ça a été très bien dit, dans quelques jours, on va voir le pare-feu du dossier extraterrestre. Croyez-moi, ça va occuper les États-Unis. On va voir le procès de Maduro, qui va être aussi un feuilleton pendant quelques mois. Donc, il faut attendre de voir jusqu'où vont les accusations concernant Trump, etc. Ça peut aussi faire pchit, comme l'on dit. Si ce n'est pas le cas, même sans parler d'affaires qui pourraient faire tomber Trump, il est tout à fait certain qu'on en parlera encore au moment des midterms. Mais les midterms, c'est dans plusieurs mois, et vous savez, 6 mois en politique, c'est plus d'un siècle. Emma Kate Simons, est-ce que vous sentez cette inquiétude de Donald Trump à quelques mois des midterms? Une élection qui, on le rappelle, je crois que sur les 50 dernières élections, 48 ont été remportées par l'opposition. Donc, a priori, Donald Trump a peu de chances de la remporter. Vous sentez-vous cette inquiétude avec cette affaire Epstein et ces révélations donc, dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, évidemment, tous les jours, il essaye de faire diversion. Et j'ai vu hier que Mike Johnson, le chef de file des Républicains au Congrès, a même annoncé qu'en fait, si les Républicains perdent leur majorité en novembre, ce sera la fin de présidence de Donald Trump. Et Donald Trump a même dit en privé que voilà, il attend aussi des sortes d'impeachment, donc des procès de destitution. Il y aura plein d'enquêtes si la majorité change. Et je pense que, au contraire, à notre plateau, je pense qu'il y a quand même l'opposition très incarnée. Oui, vous l'avez mentionné, mais par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui était présent à Davos. Qui parle énormément tous les jours les réseaux sociaux et qui répond de façon très cash en réponse à Trump et ses conneries et même ses insultes et la haine sur les réseaux sociaux.
Un dernier. Gavin Newsom, vous avez tout à fait raison, je le trouve excellent et c'est quelqu'un qui, selon moi, pourrait faire un très bon président. Enfin, en tout cas, un président plus correct. Mais il n'est pas vraiment écouté du peuple américain. Vous n'avez pas un leader comme vous avez eu Donald Trump en son temps ou Barack Obama. C'est là, il n'y a pas une voix qui fait autorité aujourd'hui dans l'opposition, même s'il y a des personnes de grande qualité. Avec la question du souffle, encore une fois. Il y a les personnalités, mais il faut emmener les gens derrière. Tout à fait, puisque vous me laissez la parole une seconde de plus, pardonnez-moi, pour ce qui est des midterms, la grande question n'est pas de savoir s'il va les perdre. Il les perdra. Mais dans quelle mesure ? Dans quelle mesure celles-ci vont se tenir démocratiquement ? En tout cas, il est certain qu'elles auront cette année un parfum poutinien. Alors, sur cette conclusion, effectivement, je pense qu'avant même de se demander ce qui va se passer et quel sera le thème majeur des midterms, il faut s'assurer que les midterms, donc les élections de mi-mandat aux États-Unis, tous les 2 ans, le Congrès est renouvelé. Et donc, il faut se demander si les conditions de ces élections seront réunies pour qu'elles se passent de manière démocratique, ce qui, pour le moment, n'est pas assuré, puisque Donald Trump lui-même a expliqué pendant sa campagne qu'après son élection, il n'y aurait plus besoin de voter, tellement les choses se passeraient bien. Et puis là, récemment, il a encore blagué sur le fait que ce soit son 3e mandat. Il n'a jamais accepté la défaite de 2020. Si vous l'interrogez, il vous dira qu'il a gagné en 2020. Donc, on a un profil de personne qui, quand même, ne reconnaît pas la défaite. Et le pire, c'est pas Trump, c'est les gens autour de lui qui l'autorisent, finalement, du pire de lui-même. Et ces gens-là, c'est très vrai, c'est pas Trump 1, c'est Trump 2. Et ce Trump-là, personne ne le contredit. Donc, une contradiction, une défaite politique, c'est une contradiction. Pas sûr qu'il l'accepte. Avec l'assurance que le Trumpisme résistera à Donald Trump. Bien évidemment, Trump n'est pas une parenthèse. La parenthèse ont été Obama et Joe Biden et potentiellement le prochain président démocrate. Nous assistons à la montée d'une vague ultra-conservatrice depuis les années 90. Et celle-ci s'ancre, gangrène la société états-unienne. Et elle est là pour rester. Et en parallèle, vous savez, très brièvement, nous sommes à la fin d'un cycle, un cycle humaniste débuté à la Renaissance avec les grandes théories mises sous forme d'idées au siècle des Lumières, les démocraties 19e, 20e siècle, apnée 1945 de tout ce cycle humaniste avec création de l'ONU, système multilatéral, déclaration universelle des droits de l'homme. Tout ça ne parle plus aujourd'hui aux populations occidentales. 40% des Américains ne pensent pas que la démocratie est une fin en soi. Donc tout ça pour dire que cette vague est là pour durer et que la démocratie américaine est quand même très fragilisée. Et quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. Merci à vous 3 d'avoir participé à ce débat de France 24. Vous restez là, l'information continue sur notre antenne, bien sûr.